Bonjour, je suis Catherine Formé-Jourde, je suis documentaliste à Polaris Formation et enseignante en master littérature de jeunesse sur l'université du Mans. Je fais partie aussi de l'association des Amis du Père Castor. Il m'a été demandé de vous présenter la littérature de jeunesse envisagée sous l'angle patrimonial avec un focus sur le Père Castor. Je vais donc vous présenter l'histoire de la littérature de jeunesse, du livre pour enfants, des origines jusqu'à l'avènement des albums du Père Castor. Les prémices d'un genre littéraire spécialement destiné au jeune public, à la jeunesse, sont apparues très tardivement dans notre histoire. Pour en comprendre les raisons, il nous faut définir d'abord ce qu'est la littérature de jeunesse. Je pense que personne ne me contredira si je dis que ce sont des écrits, des livres, des ouvrages qui sont destinés aux enfants ou aux adolescents. Cela signifie qu'il ne peut y avoir littérature de jeunesse que si l'enfant est destinataire de l'œuvre. Cela veut dire encore qu'il ne peut y avoir littérature de jeunesse qu'à partir du moment où l'enfant devient objet du désir d'écrire. Cela implique une chose, que l'enfant soit identifié comme un être singulier, comme un être à part entière et non adulte. Cela semble aller de soi. Et pourtant, la considération de l'enfant comme un être à part entière ne date que de la fin du XVIIe siècle. Jusque-là, on conçoit l'enfant comme un être en devenir, non achevé, inférieur. Erasme, humaniste, théologien et homme de lettres, dans un traité écrit au tout début du XVIe siècle, explique que l'enfant n'est pas autre chose qu'une masse de chair non dégrossie, c'est dire. Par conséquent, cet enfant ne fait pas l'objet d'attention particulière et ne reçoit que peu d'affection. Il faut dire en plus que la mortalité infantile, ce qui n'aide pas, est très élevée jusque très tard dans notre histoire. Pour ces raisons, on ne s'attache pas à l'enfant, on ne s'attarde pas sur l'enfant, on ne s'attarde pas sur ses désirs, sur ses tourments. Jusqu'à l'âge de raison, 7 ans, l'enfant apparaît comme peu remarquable et passé l'âge de raison, l'enfant est voué à d'autres tâches qui laissent peu de temps à l'oisiveté de la lecture. Les enfants des campagnes vont au champ et les enfants des villes travaillent à des petits métiers dans des ateliers ou des manufactures. Au-delà de ces considérations, il faut retenir aussi que peu d'enfants savent lire. Je devrais rajouter d'adultes. L'enfant n'accède à l'autonomie de la lecture que très tardivement dans notre histoire. Pourquoi faudrait-il donc écrire à un être qui n'existe pas en tant que tel et en plus qui ne sait pas lire? Tous ces éléments nous permettent donc de comprendre que dans l'histoire de la littérature, écrire pour un enfant ne va pas forcément de soi. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, parce que s'effectue de manière très lente une prise en compte de la spécificité de l'enfant, que naît la littérature de jeunesse. Et si une œuvre, une date doivent être avancées pour marquer la naissance de la littérature de jeunesse, il me faut avancer les aventures de Télémaque, paru en 1699. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'ouvrage est spécifiquement destiné à un enfant et parce que le texte est construit comme un roman d'aventure. L'ouvrage mérite qu'on s'y arrête quelques instants. C'est sous la plume de Fénélon, prélat et précepteur des princes royaux, que naît cet ouvrage intitulé « Les aventures de Télémaque ». L'ouvrage est destiné au dauphin de France, c'est-à-dire à l'héritier du trône. Là, en l'occurrence, c'est le petit-fils de Louis XIV. Ce livre-là a une vocation éducative.
Il conte les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse, à la façon de l'Odyssée, mais sur un mode plus instructif. Son but est de faire connaître aux futurs souverains la culture antique, fondement de la culture classique, mais aussi de lui dispenser une formation morale et politique. Ainsi, les aventures de Télémaque racontent l'errance du jeune homme à la recherche de son père de pays en pays. Un précepteur qui s'appelle Mentor et qui est l'incarnation de Minerve, déesse de la sagesse, l'accompagne. Pédagogue vigilant, Mentor guide son jeune compagnon, le laissant agir tout en le préservant des périls les plus graves et sans jamais manquer de tirer la morale de chacune de ses aventures. L'ouvrage est novateur à plus d'un titre. D'abord, il faut savoir que Fénélon a préféré le français au latin, langue par excellence de l'éducation et de la culture. Plus marquante encore est la forme littéraire choisie par Fénélon, celle du roman d'aventure. Jusque-là, les ouvrages publiés aux classes privilégiées, princes et autres, sont uniquement scolaires, à usage scolaire. Ils enseignent l'orthographe, l'écriture, le calcul, la morale. Ce qu'il y a de plus proche de la fiction, c'est la vie des saints, les destinées exemplaires, les exploits historiques, les récits légendaires que l'on trouve dans des ouvrages en latin destinés à édifier les élèves. Si Fénélon écrit ce livre pour éduquer l'héritier du trône, c'est parce qu'il a compris certaines choses, c'est parce qu'il est en avance sur son temps. Je résume sa pensée en une citation qui lui appartient. Tout ce qui réjouit l'imagination facilite l'étude. Ce qu'il faut savoir enfin, c'est que les aventures de Télémaque étaient destinées au seul usage du duc de Bourgogne. Il semblerait que le texte ait échappé à Fénélon par l'infidélité d'un copiste. Toujours est-il que le livre est devenu rapidement un succès éditorial traduit très vite dans toutes les langues. Le roman de Fénélon va rester durant un demi-siècle une initiative isolée. Pourtant, l'alphabétisation progresse. Tout au long du XVIIIe siècle, dans les villes et les villages, de petites écoles tenues par des curés, des religieuses ou des laïcs bénévoles s'ouvrent. Ces petites écoles, bien sûr, sont payantes, mais elles accueillent aussi gratuitement quelques pauvres. Si bien que à la fin du XVIIIe siècle, nous avons environ 40% de la population qui sait lire. Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, l'essentiel des livres qu'on publie sont des ouvrages qui sont destinés à instruire. Ce sont en gros les ancêtres des manuels scolaires. On trouve également des abécédaires et des manuels de civilité puérile. Faute d'ouvrages de littérature écrits à leur intention, les enfants partagent les lectures des adultes, en particulier les fables de La Fontaine, les contes de Mamerloy de Charles de Perrault et aussi des traductions de Don Quichotte, des voyages de Gulliver, de Robinson Crusoe, etc. Une autre source de lecture importante est celle de la Bibliothèque bleue. Il s'agit de petits livres qui sont publiés sous couverture bleue, imprimés en grande quantité et vendus par colportage dans toute la France. Les livres de la Bibliothèque bleue rassemblent des textes qui sont déjà maintes fois publiés, mais redécoupés, abrégés, mis en page de façon à apparaître comme une lecture de distraction. On y trouve notamment des romans de chevalerie, des contes merveilleux, des fables, des récits facétieux, satiriques, des vies de saints. Bien que la Bibliothèque bleue ne s'adresse pas particulièrement aux enfants, ces derniers trouvent leur compte du merveilleux et de l'aventure. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, un nouvel intérêt pour l'enfance se manifeste, dont l'Émile de Jean-Jacques Rousseau en est l'expression la plus aboutie. Les conditions sont désormais favorables à l'émergence d'une littérature spécifiquement conçue pour les enfants. Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont est l'une des premières à s'y employer.
Gouvernante à Londres, auprès de jeunes filles de la haute société, elle découvre la première librairie pour enfants fondée en 1750 par John Newbery. Ce dernier, s'inspirant des livres de colportage, publie une collection de livres bon marché destinés aux enfants. Ce sont les Little Pretty Pocket Books qui rencontrent un vif succès. De retour en France, Madame le Prince de Beaumont s'inspire de ce modèle et publie en 1758 un livre qui s'intitule « Le magasin des enfants » et qui rassemble 14 contes, dont La Belle et la Bête, œuvre reconnue par la postérité. Le sous-titre affirme clairement les intentions pédagogiques et moralistes de son auteur. Je cite « Dialogue d'une sage gouvernante avec ses élèves dans lesquels on fait penser, parler, agir les jeunes gens. On y représente les défauts de leur âge et l'on y montre de quelle manière on peut les en corriger. On s'applique autant à leur former le cœur qu'à leur éclairer l'esprit. » Chaque conte est ainsi introduit par un dialogue entre 3 jeunes filles, Lady Marie, Lady Spirituelle et Lady Sensée, avec leur gouvernante, Mademoiselle Bonne. Le succès est au rendez-vous. Traduit dans toutes les langues européennes, le magasin des enfants est constamment réédité pendant un siècle. Madame le Prince de Beaumont va par la suite éditer 70 volumes destinés aux enfants, dont un magasin pour les adolescentes. Quelques années plus tard, en 1782, Arnaud Berquin, précepteur des filles de l'éditeur Charles-Joseph Pancoupe, publie un livre qui s'intitule « L'ami des enfants ». Le livre obtient immédiatement un grand succès. En fait, il s'agit d'un petit livre de 144 pages qui est vendu par souscription et qui est livré tous les mois. Ce livre raconte nombre d'histoires écrites par l'auteur, le plus souvent sous la forme de scénettes et de dialogues entre enfants ou entre enfants et parents. Si la morale est convoquée, elle n'est plus qu'un alibi. L'ami des enfants se veut d'abord, chose nouvelle, un objet de loisir. Voilà ce que nous dit la préface. Cet ouvrage a le double objet d'amuser les enfants et de les porter naturellement à la vertu. Autre nouveauté, le rejet des contes et légendes traditionnelles au profit du monde réel. Voilà ce que nous dit encore la préface. Au lieu de ces fictions extravagantes et de ce merveilleux bizarre dans lesquels on a si longtemps égaré leur imagination, on ne leur présente ici que des aventures dont ils peuvent être témoins chaque jour dans leur famille. Les sentiments qu'on cherche à leur inspirer ne sont point au-dessus des forces de l'âme. On ne les met en scène qu'avec eux-mêmes, leurs parents, les compagnons de leur jeu, les domestiques qui les entourent, les animaux dont leur vue est familière. Selon le même principe, la comtesse de Genlis, gouvernante des enfants du duc d'Orléans et auteure d'un ouvrage sur l'éducation, écrit un livre intitulé « La veillée des châteaux ». D'autres auteurs, moins connus, vont commencer à écrire à l'intention des jeunes, mais cela ne va pas suffire à entraîner véritablement l'apparition d'une édition spécialement destinée à la jeunesse. La Révolution française arrive, n'apportant guère de bouleversement, si ce n'est d'accroître l'appétence des jeunes vis-à-vis de la lecture. Alors pour être plus explicite, la soif d'information sur les événements qui se succèdent et les interrogations qu'ils se posent sur des notions aussi nouvelles que liberté, égalité, fraternité motivent un grand nombre de jeunes à apprendre à lire. Au début du XIXe siècle, par contre, tout se met en place pour qu'émerge une édition spécialisée pour la jeunesse. De nombreux éditeurs, à Paris comme en province, publient des ouvrages destinés aux enfants. Il s'agit d'éditions abrégées ou réécrites, de Robinson Crusoe, de Don Quichotte, mais aussi d'œuvres d'auteurs. Un éditeur, également libraire et auteur, Pierre Blanchard, se spécialise même dans le genre en se baptisant libraire de l'enfance et de la jeunesse.
Sur le plan technique, l'édition s'industrialise grâce à la production mécanique. Il ne manque plus que le développement d'un véritable marché pour que l'édition pour la jeunesse puisse s'épanouir. L'impulsion est donnée par le vaste mouvement de scolarisation et d'alphabétisation. En 1833, nous avons la loi Guizot qui impose que chaque commune de plus de 500 habitants ouvre une école primaire de garçons. En 1850, nous avons la loi Fallou qui rend obligatoire la création d'une école de filles pour les communes de plus de 800 habitants. Ensuite, en 1881 et 1882, nous avons les lois Ferry qui rendent l'enseignement primaire public gratuit puis obligatoire pour les garçons et les jeunes filles de 6 à 13 ans. Ces lois multiplient en premier lieu le nombre d'enfants sachant lire. En second lieu, elles ouvrent un marché immense aux éditeurs et permettent l'essor rapide de la littérature de jeunesse. Davantage d'écoles, cela signifie beaucoup de livres achetés. Des manuels scolaires, certes, mais aussi des ouvrages récréatifs offerts par les écoles aux élèves les plus méritants. C'est ce qu'on appelle les livres de prix, dont la distribution se généralise dans l'enseignement primaire à partir de 1820. En 1850, c'est 60 000 écoles qui sont concernées et qui font la fortune des maisons d'édition, et tout particulièrement des maisons d'édition catholiques. Car il faut bien le dire, nous sommes à une époque où l'Église exerce son contrôle sur le contenu des livres. Les titres qui sont retenus par les écoles doivent être approuvés par l'évêque et très vite, une liste officielle est élaborée par le ministère de l'Instruction. Aussi, on va dire que la production des livres de prix est la quasi-exclusivité des éditeurs catholiques. Alors, ces livres de prix, si je dois vous en dire deux mots, ils sont conformistes au niveau de leur contenu, méfiants vis-à-vis du genre romanesque, indifférents au bouleversement du monde extérieur, soucieux avant tout de défendre la religion, la morale et la bienséance. Les éditeurs catholiques reprennent tout ce qui a été publié depuis un siècle, tant les contes des gouvernantes que les berquinades ou l'héritage de la Bibliothèque bleue, en particulier la vie des saints. Face à la puissance industrielle des éditeurs catholiques qui verront leur disparition du secteur de la jeunesse, on va dire, à partir de 1905, suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État, Louis Hachette met son génie du commerce à profit pour s'imposer dans le secteur de la jeunesse. Cet ancien normalien ouvre une librairie en 1826 et, pressentant que le marché de l'édition scolaire va s'accroître, rachète d'abord des ouvrages déjà publiés et en commande de nouveaux. François Guizot, à qui l'on doit, je rappelle, la première loi scolaire, est un ami de Louis Hachette. La loi instaurant entre autres la gratuité des manuels scolaires, c'est tout naturellement que l'État se tourne vers Louis Hachette pour une commande substantielle de 720 000 ouvrages, dont 500 000 alphabets des écoles et 100 000 premières lectures. Grâce à ce marché, la librairie Hachette acquiert une solidité financière qui va lui permettre de se développer rapidement. L'implication de Hachette dans la création de la littérature de jeunesse se fait en revanche presque par hasard. En 1853, Louis Hachette, qui pressent un nouveau marché considérable, ouvre la première des librairies de gare. Pour alimenter ses points de vente, qui 10 ans plus tard dépasseront le millier, il crée la Bibliothèque des chemins de fer. Celle-ci comprend 6 genres, dont une catégorie qui est plutôt spécialisée pour la jeunesse. Le premier auteur publié dans cette catégorie est la comtesse de Ségur, qui n'est autre que l'épouse du directeur des chemins de fer de l'Est.
En 1857, à 58 ans, la comtesse de Ségur fait ainsi son entrée en littérature avec ses nouveaux contes de fées, des livres qui étaient des textes plutôt, qui étaient au départ destinés à ses petits-enfants. Le succès est tel que Hachette décide de créer une véritable collection pour la jeunesse, la Bibliothèque Rose. Un deuxième titre de la comtesse de Ségur, Les petites filles modèles, paraît en 1858 et triomphe également, tout comme les livres suivants, tels que Les Malheurs de Sophie, en 1859, dont les ventes atteindront les 300 000 exemplaires. La comtesse de Ségur va rester, jusqu'à sa mort, l'auteur vedette, l'auteur phare de la Bibliothèque Rose. En 1874, la mort de la comtesse de Ségur. Si remarquable que soit la Bibliothèque Rose, elle ne renouvelle pas véritablement la littérature de jeunesse. Il faut savoir d'ailleurs que Louis Hachette n'avait pas d'ambition littéraire. C'est à Pierre-Jules Hetzel que l'on doit un véritable renouveau dans ce domaine. Fort d'une expérience de libraire et éditeur, Hetzel fonde en 1843 sa propre maison d'édition et devient, en quelques années, l'éditeur littéraire de référence. Tous les grands écrivains du XIXe siècle publient chez lui Hugo, Lamartine, Balzac, Dumas, Zola, etc. 1843 est aussi l'année où Hetzel fonde sa première collection pour la jeunesse, le Nouveau Magasin des enfants. En fait, pour cette collection, il demande aux grands écrivains de son temps d'écrire pour les enfants. C'est ainsi que Honoré de Balzac écrit un album pour la jeunesse qui s'intitule « Voyage d'un lion d'Afrique ». Hetzel publie également ses propres textes sous le pseudonyme P.J. Stahl. Contrairement à Hachette, Hetzel revendique pour ses histoires un statut esthétique et même, en ce sens, une véritable politique éditoriale. Ce que Hetzel a bien compris, c'est que l'enfant ne veut pas être éduqué, ou en tout cas pas seulement. L'enfant veut rêver, l'enfant veut imaginer. Hetzel prend soin, le premier, à faire illustrer ses livres. En 1864, il crée une nouvelle collection, la Bibliothèque d'éducation et de récréation, dont le principal auteur est Jules Verne, qui l'inaugure avec 5 semaines en ballon. Bien d'autres auteurs vont rejoindre cette collection. On peut citer entre autres Hector Malot avec Sans famille. Alors, afin de promouvoir les titres de la Bibliothèque Rose et de la Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hachette et Hetzel vont inaugurer pour la jeunesse un procédé qui existe déjà pour la littérature adulte et qui prend une grande ampleur dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est la prépublication dans des revues. Comme vous pouvez le constater, le XIXe siècle est par excellence le siècle de l'avènement de la littérature de jeunesse. Il nous faut cependant faire le point sur la place qui est accordée aux images dans les livres pour enfants. Pour des questions essentiellement techniques, les premières publications spécifiquement destinées à la jeunesse comportent peu d'images. Dans la première moitié du XIXe siècle, c'est le livre illustré qui domine avec un texte premier et des illustrations hors texte relativement rares. Puis peu à peu, les procédés d'impression vont favoriser la multiplication des ouvrages associant le caractère d'imprimerie et les images sur le même espace de la page. La volonté d'initier une littérature spécifiquement destinée à l'enfance de la part de Hetzel, conjuguée à ces évolutions techniques, permet la parution dans les années 1860 des premiers albums, avec dans un premier temps un album qui s'appelle l'album de Mademoiselle Lily et qui sera suivi dans un second temps près d'une centaine d'albums qui narre finalement les aventures de Mademoiselle Lily et de ses amis. L'album, en tant que nouvelle forme littéraire, est sans doute l'apport le plus notable de ce XIXe siècle. À la différence du livre illustré, 2 narrateurs y racontent la même histoire, l'un par le texte et l'autre par les images. La Grande Guerre arrive
et marque un coup d'arrêt à l'ensemble de l'édition. Faute de papier et faute d'auteur, ils sont au front. Donc la production chute brutalement. À partir de 1919, l'édition de jeunesse redémarre, mais timidement. D'abord en rééditant des auteurs qui ont fait leurs preuves, comme Charles de Perrault ou la comtesse de Ségur. Hachette, qui domine toujours le marché du livre de jeunesse, crée en 1924 la Bibliothèque verte, une collection conçue précisément pour rééditer les grands classiques et en particulier ceux du fonds Hetzel qu'il a acquis 10 ans plus tôt parce que celui-ci était en déclin depuis la mort de Hetzel en 1886. Mais au lendemain de la guerre, c'est dans le domaine des livres illustrés que l'innovation est la plus marquante. Les éditions de la NRF, dirigées par Gaston Gallimard, renouvellent le livre illustré en publiant en 1919 Macao et Cosmage. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec les livres que je vous ai montrés jusque-là. Son auteur est Éddy Legrand. C'est un jeune artiste. Il propose dans Macao et Cosmage des illustrations pleine page, une typographie et un graphisme moderne, inspiré de l'art déco, du cubisme, du fauvisme. L'ouvrage tranche résolument avec la conception classique du livre de jeunesse en accordant à l'image une place prépondérante. C'est précisément cet album qui consacre le renversement du rapport de prédominance du texte sur l'image qui a cours dans le livre illustré. L'œuvre privilégie explicitement le visuel et annonce ce que va être l'album contemporain pour enfants. Dans la décennie qui suit, les ouvrages publiés à destination de la jeunesse vont confirmer l'orientation artistique de l'album. Au cours des années 20, Benjamin Rabier, avec notamment la série des Gédéons, travaille particulièrement la mise en page en organisant spatialement et sémantiquement la disposition des vignettes et des textes. Au début des années 30, c'est l'histoire de Babar qui est créée par Jean de Brunoff qui arrive. Jean de Brunoff pousse encore plus loin l'imbrication du texte et de l'image. Le texte et l'image portent conjointement l'histoire et deviennent indissociables. Babar est un jalon marquant dans l'histoire de l'album et mérite qu'on s'y arrête 3 instants. Il est l'œuvre, comme je l'ai dit, du peintre Jean de Brunoff, qui a illustré une histoire inventée par sa femme pour leurs enfants. L'album rencontre un certain succès, si bien que 5 autres albums sont publiés. En 1936, les éditions Hachette, encore, rachètent tous les Babars et adoptent un principe de grande diffusion pour les commercialiser. Le succès est immense. En 3 ans, 4 millions d'exemplaires sont vendus et la série est traduite dans 18 langues. L'une des raisons de ce triomphe est probablement liée au fait que Babar soit le premier héros anthropomorphique de l'histoire du livre pour enfants. Toujours au début des années 30, nous assistons à une autre révolution avec les albums du Père Castor, sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Comme vous pouvez le constater, les années 1920-1930, années de convalescence de la Grande Guerre, va-t-on dire, sont une période faste où un véritable mouvement en faveur de la littérature de jeunesse se fait sentir. C'est d'ailleurs à cette époque, même si elle est au départ cantonnée dans la presse, que la bande dessinée pour la jeunesse émerge comme forme littéraire. On peut citer la naissance des Pieds Nickelés, de Bibi Fricotin, de Zig et Puce, sans oublier Tintin. Mais c'est surtout le journal de Biquet qui va faire figure de véritable bombe éditoriale en 1934. Revenons maintenant à nos albums du Père Castor. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une volonté pédagogique qui préside à la création des albums du Père Castor. Après la Première Guerre mondiale, il y a en Europe un courant pédagogique international qui tente de définir des méthodes nouvelles favorisant la spontanéité créatrice de l'enfant. C'est ce qu'on appelle l'éducation nouvelle.
C'est l'époque de Célestin Freinet et d'Odive de Crowley en France, de John Dewey aux États-Unis, de František Bakulé en Tchécoslovaquie, de Maria Montessori en Italie et de Jean Piaget en Suisse. Paul Fauché, le fondateur de la célèbre collection des albums du Père Castor, est à l'origine un libraire employé de la maison Flammarion. C'est dans le cadre de ses activités de libraire qu'il va découvrir l'éducation nouvelle. Lui qui gardait un mauvais souvenir de ses années d'école va s'enthousiasmer par ses expérimentations qui se déploient dans toute l'Europe. Il va rejoindre une association qui s'appelle La Nouvelle Éducation, qui est créée par l'inspecteur primaire Roger Cousinet et par une éducatrice montessorienne, Madeleine Guérit. L'association a pour objet de réunir tous les éducateurs décidés de favoriser en France l'activité personnelle des enfants, soit à l'école, soit dans la famille. L'association donc réfléchit à de nombreux projets de publication pour aider à faire connaître les principes de l'école nouvelle. Cela amène à la création de livres de réflexion sur l'éducation, mais aussi de livres spécifiquement destinés aux enfants. En 1927, lors d'un congrès international à Locarno, en Suisse, congrès consacré à l'éducation nouvelle, Paul Fauché va rencontrer František Bakulé, pédagogue tchèque. C'est une rencontre qui va être déterminante. Paul Fauché est séduit par les méthodes d'enseignement de František Bakulé, notamment auprès des enfants handicapés et inadaptés. Car, en plus d'une éducation fondée sur le développement des aptitudes de chaque enfant, dans le respect de sa liberté, de sa sensibilité, l'originalité profonde de František Bakulé tient à la place éminente qu'il réserve à l'art. Pour František Bakulé, l'enseignant, l'éducateur est un passeur de la beauté et il doit accompagner ses élèves jusqu'au sommet de la littérature, de la peinture et de la musique. František Bakulé a créé, entre autres, une chorale qui révèle son génie pédagogique et qui participe à la cérémonie d'ouverture du congrès de Locarno. Cette chorale émeut à tel point Paul Fauché qu'il décide de la faire venir en France. Lors du séjour en France de Bakulé et de sa chorale, Paul Fauché va faire la connaissance de Lida Durdikova, qui est la proche collaboratrice de Bakulé, dont Paul Fauché va tomber amoureux et elle va devenir son épouse. De cette rencontre avec František Bakulé et Lida Durdikova surgit chez Paul Fauché l'idée de l'importance de s'adresser directement aux enfants. Paul Fauché développe alors son idée d'une collection de livres adaptés aux petites mains, invitant à l'activité libre de l'enfant, celle qui lui permet de se développer pleinement selon les principes de l'éducation nouvelle. Pour ce projet, il ne veut pas des illustrations un peu mièvres qu'on réserve jusque-là dans les livres. Sa chance va être de rencontrer l'artiste russe Nathalie Parrain, qui vient de publier en 1928 aux éditions Gallimard un album intitulé Mon chat, aux images modernes, dépouillées, énergiques. Avant d'épouser l'homme de lettres Brice Parrain, Nathalie Tchelpanova, Nathalie Parrain, étudie l'art, d'abord aux Beaux-Arts de Moscou, puis après la Révolution de 1917, aux ateliers d'État où elle est formée à l'esthétique constructiviste. Paul Fauché est enthousiasmé par l'avant-gardisme de ces images qu'il trouve tout à fait adaptées à son projet éditorial lui-même novateur. Nathalie Parrain va réaliser un très grand nombre des premiers albums de la collection du Père Castor et va présenter à Paul Fauché d'autres illustrateurs russes qui ont fui le stalinisme et qui vont accepter de travailler pour lui. Les deux premiers albums de la collection du Père Castor sont illustrés donc par Nathalie Parrain et paraissent en 1931. Il s'agit de « Je fais mes masques » et il s'agit de « Je découpe ». Ce sont deux albums d'activité.
L'album Je fais mes masques est réédité actuellement par l'Association des Amis du Père Castor. Et l'album Je découpe a été réédité en 2013 par les éditions Mémo. Paul Fauché place sa collection sous le signe du castor, un animal voué naturellement à la construction, comme le sont à ses yeux les enfants. Comme vous avez pu le constater, c'est en commençant par la publication d'albums qui font appel à l'activité manuelle du jeune enfant que Paul Fauché démarre son activité. Il s'attache aux activités manuelles. On peut redonner en exemple « Je fais mes masques », dans lequel l'enfant est invité à découper, à fabriquer ses masques afin de se métamorphoser par exemple en hindou, en japonais, en arabe, en russe. Paul Fauché s'attache aussi au premier jeu qui ouvre le monde des chansons, des rondes, des comptines. On peut donner en exemple l'album Jeux de nourrice, paru en 1936, dans lequel les enfants apprennent à jouer avec leurs mains, avec leurs doigts, avec leur visage, avec leur corps tout entier. On peut enfin dire que Paul Fauché s'attache au coloriage, au collage, au pliage et pour les plus grands, au modelage, au tissage, etc. On peut donner en exemple les albums de Hélène Gertic, illustratrice russe, intitulée Images à colorier. C'est une série d'albums à colorier. Nous avons la série des fruits, la série des légumes, la série des oiseaux, la série des poissons. Paul Fauché va ensuite s'attacher au répertoire des contes. Dès 1932, il publie Baba Yaga, conte russe, illustré par Nathalie Parrain. Si Paul Fauché reprend à partir de 1937 quelques contes venus de la tradition lettrée, par exemple La Petite Sirène d'Andersen, sa grande innovation va être de contourner la tradition lettrée pour aller puiser directement aux collectes des folkloristes. On peut donner en exemple les albums qui s'intitulent Bernique, Le violon chanté, Les deux bossus. Paul Fauché va ensuite aborder le registre des documentaires. Il me faut tout particulièrement souligner son succès dans le domaine du documentaire animalier avec la collection Romans des bêtes dont les héros sont des animaux. Les albums de la collection sont écrits par Lida Durdikova, l'épouse de Paul Fauché, et sont illustrés par Féodor Rojankowski, illustrateur russe. Le premier album de la collection est Panache l'écureuil. L'album paraît en 1937. Ce qu'il faut savoir, c'est que les publications du Père Castor vont évoluer après la guerre avec la création à Paris de l'atelier du Père Castor. Cet atelier a pour objectif de rendre plus étroite et plus systématique la collaboration entre les chercheurs, les artistes, les artisans du livre pour enfants. Cet atelier dispose d'un champ d'observation et d'expérience réservé à son usage exclusif, avec une école, bien entendu. C'est de cet atelier que va sortir l'Imagier du Père Castor. J'ouvre une parenthèse pour vous dire aussi que c'est de cet atelier que vont sortir les collections Enfants de la Terre et Le Montreur d'images. Alors, si j'ouvre une parenthèse, c'est d'abord pour me faire plaisir, mais c'est surtout parce que la collection Enfants de la Terre mérite qu'on s'y attache. Alors nous sommes dans un premier lieu à une période anniversaire, puisque la collection fête ses 70 ans cette semaine, avec Apoudziak, le petit flocon, qui est paru au dernier trimestre de 1948. Pour fêter l'événement, Flammarion a réédité cette semaine en librairie une version cartonnée de l'album, celle-ci enrichie de croquis et accompagnée d'un disque sur lequel est enregistrée une version lue par Paul-Émile Victor lui-même et sa fille Daphné. Deuxième raison, et pas la moindre, c'est que c'est dans cette collection qu'est paru notre Louis du Limousin en 1972 sous deux versions, une version langue française et une version dans notre langue régionale. En deux mots,
pour présenter cette collection qui est composée de 20 albums et qui a été créée dans un esprit d'ouverture au monde et à la diversité des cultures. On peut dire qu'elle est à mi-parcours entre la fiction et le documentaire et qu'elle propose une vision de l'enfance dans d'autres espaces géographiques ou temporels. Alors pour être plus précise, chaque album de la collection a pour but de faire connaître la vie quotidienne d'un enfant dans un pays donné et à un moment donné. À l'heure d'une montée en force de l'intolérance, du racisme et de l'extrémisme, il me semble particulièrement intéressant de refaire découvrir cette collection aux enfants de l'heure actuelle. Je ferme ma parenthèse. Si écrire, on me dit que je n'ai plus trop de temps et pourtant j'ai encore plein de choses à vous dire. Si écrire des livres pour enfants adaptés à leurs besoins semble aujourd'hui quelque chose d'acquis, il faut savoir que dans les années 30, 40, au sein d'une société moralisatrice et peu préoccupée du développement de l'enfant, tel n'est pas le cas. De ce fait, la rupture est énorme entre ce qui est écrit jusque-là pour les enfants et ce que propose Paul Fauché. Paul Fauché a vraiment une vision très intéressante de l'album. Il veut dans un premier temps proposer des sujets qui intéressent les enfants. Il veut proposer des textes de qualité dans un style adapté et un vocabulaire simple. Il veut soigner les images. Et alors, j'ouvre une parenthèse, je vais quand même vous dire ce qu'il nous dit au sujet de l'image. Il faut s'ingénier à employer l'image dans la plénitude de ses pouvoirs et attirer les plus grands avantages possibles de ses relations avec les mots. Ce que veut le Père Castor aussi, ce sont des albums brefs. Les albums font tous entre 16 et 40 pages, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il veut que les albums ne coûtent pas cher. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Paul Fauché veut toucher tous les enfants. Nous assistons avec lui, enfin, à la démocratisation du livre pour enfants. Enfin, ce que veut Paul Fauché, c'est que l'album soit maniable, matériellement adapté à l'enfant, à la différence des albums que je vous ai montrés, comme celui-ci, chargé d'or, chargé de reliures, cartonné, fragile. Donc en fait, Paul Fauché propose de tout petits albums adaptés aux enfants. Ce qu'il veut aussi, c'est ne pas gaspiller l'attention, la possibilité d'attention des enfants. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ce que veut aussi par-dessus tout Paul Fauché, c'est que ces albums soient aimés même par ceux qui ne savent pas lire et qu'ils soient lisibles même quand on est un lecteur malhabile débutant. Donc pour toutes ces raisons, les albums du Père Castor vont obtenir un très grand succès. Des livres inoubliables vont être publiés sous ce label. On peut donner Poule Rousse, Mishka, Roule Galette, Marlaguette, La Vache Orange, Le Cheval Bleu, Les Bons Amis, La Grande Panthère Noire, etc. S'ils ont été aussi connus et partagés, c'est parce que les albums du Père Castor ont d'abord été accueillis avec enthousiasme par les enseignants de l'école maternelle et par les enseignants de l'école élémentaire. À la mort de Paul Fauché, en 1967, nous avons 320 albums qui ont été publiés. François Fauché, le fils de Paul Fauché et de Lida Durdikova, va poursuivre l'œuvre de son père en dirigeant lui-même les éditions du Père Castor jusqu'à son départ à la retraite en 1996. Il va créer, entre autres, une collection qui manquait du temps du Père Castor, du Paul Fauché. C'est la collection que tout le monde connaît, qui s'appelle Castor Poche et qui s'adresse à des plus grands. Comme tout bon castor qui se respecte, François Fauché va rester actif au-delà de sa retraite, de l'année de sa retraite, car il va créer une association, les Amis du Père Castor, dont l'objectif va être de concevoir à Meuzac, c'est-à-dire en mi-parcours entre Limoges et Brive, sur les terres de la famille Fauché, une maison du Père Castor pour abriter les archives de ce dernier et les ouvrir au public. Après plusieurs études de faisabilité menées grâce au soutien public, le projet d'une médiathèque prend forme et ouvre en 2006.
L'association des Amis du Père Castor existe toujours. Son but, désormais, est d'assurer la pérennité de l'esprit du fondateur de la célèbre collection. Parmi ses objectifs, parmi ses missions, elle réédite en facsimilé les albums depuis longtemps épuisés. J'ai le catalogue, pour ceux qui sont intéressés, des albums de l'association des Amis du Père Castor. La présidente de l'association n'est autre que Anne-Catherine Fauché, fille de François Fauché, petite-fille de Paul Fauché. Et enfin, pour conclure, mais je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette information de premier ordre, les albums du Père Castor sont entrés en début d'année, plutôt en fin d'année dernière, au patrimoine mondial de l'UNESCO, où ils ont été inscrits dans le registre Mémoire du monde, aux côtés de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'appel du 18 juin, des archives des frères Grimm ou encore des films des frères Lumière. Je vous remercie.